Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast My Polyglot Life en français et coach NeuroLanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon dans le cadre du JET programme. Dans cette saison du podcast, la 5e, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatrié et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on est encore dans la thématique de l'apprentissage du vocabulaire. Si tu n'as pas encore écouté l'épisode précédent, c'est pas grave, tu peux l'écouter après. Il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique, j'aborde des points plus ou moins indépendants les uns des autres. Il y a 2 semaines, j'ai parlé de « faut-il apprendre par thématique ou prendre tout ce qui vient à toi ?» mais aussi des familles de mots, les contraires, les synonymes, les préfixes, les suffixes, etc. Des mots similaires en français et dans ta langue, qu'on appelle cognates en anglais. Les co-occurrences, ce sont les mots qu'on utilise souvent ensemble ou les expressions. Et je t'ai présenté le processus que je recommande pour enrichir durablement ton vocabulaire. Ça repose bien sûr sur une pratique active pour que tu puisses utiliser régulièrement les nouveaux mots que tu apprends, en contexte bien sûr, ça va de soi, que tu puisses les tester en parlant avec une ou des personnes de confiance pour recevoir un feedback et finalement arriver à la maîtrise de ces mots. Aujourd'hui, je vais aborder 4 points dans cet épisode et je vais te parler plus en détail des flashcards, leurs points positifs et leurs limites. Allez, c'est parti. Premièrement, pour aujourd'hui, voici 2 choses à ne pas négliger pour rendre ton apprentissage plus efficace. Une chose qui est importante spécifiquement pour le français quand tu viens de l'anglais ou même de l'espagnol, de l'italien et de n'importe quelle autre langue, parce que le genre grammatical des mots peut être différent, c'est de ne pas apprendre le mot tout seul. Donc pas apprendre le mot table tout seul, mais d'apprendre toujours la table ou une table. Apprends l'article avec le mot, parce que sinon tu vas pas y arriver. Il n'y a pas vraiment de règles grammaticales, enfin, il y a quelques règles qui expliquent comment savoir si un mot est féminin ou masculin, mais honnêtement, ça n'explique pas tous les mots. Donc, apprends toujours un mot avec son article pour savoir si c'est masculin ou féminin. Et pour les verbes, à partir du niveau intermédiaire, quand tu as déjà de bonnes connaissances des conjugaisons, j'aurais tendance à te dire aussi d'apprendre le verbe et ses différents radicaux, ou au moins le participe passé. C'est comme si en anglais je te dis « apprends le verbe to buy ». C'est bien joli de savoir comment dire acheter en anglais, mais si je dois conjuguer au passé, je vais être coincée. Je vais pas inventer que le passé de buy est bought si je l'ai pas appris. Et pour les verbes en français, si le verbe est régulier, à la limite, c'est pas forcément nécessaire. T'es pas obligé d'apprendre toutes les formes. Si tu apprends la logique de comment conjuguer les verbes, c'est pas nécessaire. Mais si le verbe est irrégulier, ce qui est le cas de beaucoup des verbes les plus courants qu'on emploie, déjà, ça te fait une première exposition. Si tu recherches quelles sont les différentes formes de ce verbe, tu vas avoir une première idée. Donc, tu rencontres ce verbe, tu fais une note ou une flashcard, tu vas voir sa conjugaison par curiosité. Et si là, tu te rends compte qu'il est irrégulier, tu ajoutes la forme irrégulière ou la forme de l'autre conjugaison différente de l'infinitif. Et tu vas gagner énormément de temps si tu apprends le verbe et ses autres formes, surtout les plus irrégulières. Bon, si tu écoutes ce podcast, tu es probablement déjà au niveau B2, C1 ou supérieur et donc tu as passé le stade des verbes de base, genre prendre, pris, prenne, etc. Tu connais probablement la plupart des verbes irréguliers, mais ça fait jamais de mal de vérifier pour être sûr que tu connais les différentes conjugaisons quand tu rencontres un nouveau verbe.
Et si tu cherches à maîtriser un niveau plus avancé, peut-être que tu peux en profiter pour regarder la forme du subjonctif. Comme ça te permet d'apprendre les subjonctifs irréguliers. Et donc ensuite, de moins hésiter quand tu dois faire une phrase avec. D'ailleurs, j'ai parlé de flashcards ou de prendre des notes concernant le vocabulaire, donc pourquoi pas faire ta phrase d'exemple en contexte avec du subjonctif. Par exemple, mettons que tu rencontres l'expression « prendre les devants », qui signifie anticiper, ou encore faire quelque chose plus vite qu'une autre personne dans le but d'arriver avant elle. Donc pourquoi pas faire une phrase d'exemple du style « J'aimerais que mon compagnon prenne les devants et organise les vacances la prochaine fois ». Je me permets cet exemple parce que statistiquement, les femmes ont plus tendance à prendre en charge la logistique des vacances. Donc voilà, pourquoi pas, dans tes phrases d'exemple, pour apprendre de nouvelles expressions, aussi intégrer de la conjugaison pour que ça devienne de plus en plus naturel. En tout cas, plus tu vas être actif ou active avec les mots, et plus tu vas les mémoriser. Donc ça, c'est vraiment super important. À la limite, je te dirais d'en apprendre moins à la fois, mais d'essayer de les maîtriser. Parce qu'une fois qu'ils sont maîtrisés, tu as juste besoin de les revoir une fois de temps en temps, mais ce sera moins d'effort que d'essayer d'en apprendre 50 d'un coup, de tous les oublier et de devoir tous les réviser. Donc, je t'encourage à te limiter dans ton vocabulaire actif à l'oral et à essayer de maîtriser certains mots à fond, puis d'étendre petit à petit ton vocabulaire avec des mots plus rares. Le deuxième point aujourd'hui concerne les flashcards idéales et comment j'ai redécouvert et appris à aimer Anki. Donc c'est une application de flashcards qui s'appelle Anki, A-N-K-I, qui est assez connue dans le monde de l'apprentissage des langues, mais il y a d'autres applications de flashcards, par exemple Drops ou Memrise, Quizlet. Bon, il y a vraiment une infinité, peut-être pas une infinité, mais il y a beaucoup d'applications parmi lesquelles choisir. Mais j'avoue que récemment, je suis revenue à Anki et son interface toute simple, mais le système de répétition espacée est plutôt bien fait. Dans l'épisode précédent, j'ai mentionné les flashcards comme une méthode pour apprendre du vocabulaire. Et je suis partie du principe que tu utilises ou as utilisé des flashcards parce que la plupart des apprenants le font à un moment ou un autre de leur apprentissage. Je t'avoue que c'est pas quelque chose que je fais beaucoup en général. En espagnol, par exemple, j'avais plutôt tendance à prendre des notes dans un petit carnet et à réviser de temps en temps les nouveaux mots que j'avais appris. Mais j'ai fait quand même des flashcards au début, quand j'ai recommencé à travailler cette langue après une pause de plus de 10 ans, pour redémarrer un peu et réactiver mon vocabulaire passif. J'ai fait des flashcards, mais j'ai arrêté après quelques temps, parce que j'ai progressé assez rapidement. Et donc je suis passée à autre chose. Je me lasse assez facilement de la création des flashcards, donc je suis pas une acharnée des flashcards. Mais je sais que certains apprenants adorent cette étape de la création, justement. Et en plus, ça peut prendre un temps fou à faire les flashcards quand tu as des tendances perfectionnistes, que tu veux qu'elles soient vraiment parfaites, idéales, qu'il y ait tous les éléments, etc. Ça peut prendre du temps. Donc c'est pour ça que je te conseille de te limiter. Mais c'est aussi là leur valeur. La création d'une fiche fait partie intégrante de l'apprentissage d'un mot. Rien que l'énergie que tu mets pour créer la fiche va te permettre de commencer à mettre en place des processus de mémorisation de ce mot. Donc voilà, je sais que je pourrais peut-être mieux maîtriser certains mots si je faisais plus de flashcards, en espagnol par exemple, pour maintenir. Mais bon, pour l'instant, ça m'ennuie, donc je choisis de ne pas le faire. Et pourtant, le principe basé sur la répétition espacée fonctionne et c'est prouvé scientifiquement. Donc c'est pour ça que beaucoup d'apprenants utilisent ce type de méthode, c'est parce que ça marche. La répétition espacée, c'est vraiment l'idéal pour que notre cerveau retiennent les informations durablement. Concernant le japonais, j'ai essayé au début d'utiliser des flashcards, mais il y avait trop de choses à apprendre au niveau débutant et c'était trop. Donc ça m'a un peu découragée. J'arrivais pas à trouver le set de flashcards dont j'avais besoin et donc j'ai laissé tomber. Mais j'y suis revenue récemment. J'en ai parlé, je crois, quand je t'ai dit il y a quelques épisodes que j'ai commencé à lire un livre avec de petites histoires qui venaient avec des séries de flashcards Anki.
Donc j'ai recommencé à utiliser Anki à cette occasion. Et maintenant, j'avoue qu'à ce stade de mon apprentissage, je trouve ça super utile. Et j'ai pu trouver un set de flashcards avec les 2000 mots les plus fréquents de la langue japonaise, que j'apprends donc petit à petit, et ça me permet d'augmenter mon vocabulaire régulièrement. Alors le problème de ces 2000 mots, c'est que tous les mots ne me sont pas utiles. Il y en a beaucoup qu'on doit apprendre juste pour passer les tests de japonais. Donc certains ne servent pas vraiment dans la vie quotidienne, que les gens autour de moi n'utilisent pas forcément non plus, en tout cas quand ils parlent autour de moi. Donc ça, c'est le bémol, le point négatif que j'y trouve. Mais bon, il y a toujours la possibilité d'ignorer ou même d'effacer les cartes que je ne juge pas utiles. Mais régulièrement, j'apprends de nouveaux mots grâce à ces flashcards et ensuite, je suis capable de les entendre quand les profs parlent autour de moi ou quand je les rencontre dans les textes des newsletters à l'école ou des documents. Et là, je me dis « Ah ouais, quand même, j'ai pas fait tout ce travail pour rien. C'est vraiment utile au point où j'en suis, d'emmagasiner le maximum de mots de vocabulaire que je peux. » Ça me permet vraiment d'améliorer ma compréhension écrite et orale. Et puis, même si j'ai encore du mal à faire des phrases, je peux placer plus de mots-clés pour expliquer une situation. Donc c'est quand même utile à un moment donné de faire une sorte de bourrage de crâne. On appelle ça le bourrage de crâne. Et ça, c'est ce qu'on faisait à l'école, d'apprendre des listes de vocabulaire. C'est pas forcément une pratique qui est très recommandée parce que, effectivement, si on n'utilise jamais ces mots après, ça ne sert à rien. En fait, on les apprend pour le test et on les oublie aussitôt. Mais si tu vis dans un contexte francophone, par exemple, et que tu apprends des listes de vocabulaire des mots les plus courants, alors forcément, tu vas les rencontrer dans ton quotidien. Donc tout ça, ça renforce ton apprentissage de ces listes de vocabulaire. Donc à un moment donné, ça peut être utile. Donc l'important, c'est vraiment de choisir les mots que tu es susceptible de rencontrer régulièrement. Je te dirais pas de faire absolument ça, de absolument apprendre des listes de vocabulaire, mais si tu sens que c'est quelque chose qui peut t'aider, pourquoi pas tester. Puis ensuite, tu te laisses une période de temps pour voir comment ça se passe pour toi, et puis ensuite, tu vois si tu veux continuer ou si tu préfères arrêter. Comme je dis toujours, une technique qui marche à un moment donné n'est peut-être plus pertinente quelques mois après, ou quelque chose qui ne marchait pas avant va peut-être devenir utile au stade suivant de ton apprentissage. Donc, il faut régulièrement essayer de réévaluer nos besoins et les techniques qu'on pourrait mettre en place. Une fois par mois ou chaque trimestre, par exemple, faire un bilan, faire un point. Un autre point très important aussi au sujet des flashcards et ce que j'aime dans ce jeu de cartes que j'ai trouvé, c'est qu'il est, je dirais, multisensoriel et multidirectionnel. Ça, c'est vraiment un point fondamental pour mémoriser du vocabulaire. C'est d'engager le maximum de sens possible. Donc là, pour ces flashcards, il y a le mot écrit, il y a aussi un audio et il y a une image et une phrase clé avec le mot en contexte. Et en plus, une flashcard a été créée pour chaque élément. Donc ça augmente la répétition et ça aide à avoir une connaissance plus active du mot que de seulement être capable de traduire du japonais à l'anglais par exemple. Chaque élément est testé en fait. C'est-à-dire qu'il y a des flashcards où je vois le caractère, le kanji, et je dois prononcer le mot. Il y a des cartes où j'entends l'audio et je dois me souvenir de la définition qui correspond. Et il y a des cartes où c'est une phrase en contexte avec ce mot, et là je dois voir si je suis capable de la comprendre, de la traduire, de la prononcer. Un seul mot fait l'objet d'au moins 3 cartes. Donc c'est vraiment très complet et ça permet d'avoir beaucoup de répétitions. L'idéal, ce serait que j'écrive aussi, ce qui ajouterait encore une dimension sensorielle et qui permettrait de mémoriser encore mieux, mais j'avoue que je prends rarement le temps de le faire. Pour résumer, voici mes conseils pour créer les flashcards idéales. Un mot, un audio, une image mémorable et une phrase avec le mot en contexte. Pour un mot que tu veux apprendre, l'idéal, ce sont ces 4 éléments-là. Un mot, un audio, une image, une phrase.
Et si possible, ensuite tester chaque élément pour faire travailler ta mémoire dans tous les sens et faire entrer le mot dans ton vocabulaire à la fois passif et actif. Parce que l'un des problèmes d'apprendre seulement un mot et sa définition dans un groupe de flashcards, c'est que quand tu révises, tu es dans le contexte flashcard. Donc ton cerveau se souvient plus ou moins des mots étudiés. Mais quand tu es dans le vaste monde, tu n'as plus cette présélection et tu dois retrouver le mot à partir du contexte de la situation. La traduction directe ne fonctionnant pas toujours pour communiquer spontanément à l'oral, tu dois souvent choisir un mot à partir d'un contexte ou d'une notion abstraite plutôt que d'un mot précis dans ta langue maternelle que tu vas juste traduire. Donc c'est là l'intérêt de travailler chaque élément de ta flashcard dans tous les sens, en fait, dans divers arrangements. Le point suivant, pour améliorer encore plus la rétention d'informations, on peut mettre en place des stratégies pour rendre les mots mémorables. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place pour rendre les mots plus mémorables, surtout les mots compliqués, les mots difficiles qu'on a du mal à mémoriser. Ça, je t'en ai parlé il y a un moment déjà dans les épisodes à propos du storytelling. Pour retenir un mot qui est compliqué, que tu as du mal à retenir, faire des associations, ça marche. Que ce soit des associations au niveau des sonorités, parce que le mot te fait penser à autre chose, ou tu peux associer les sonorités du mot avec un élément de la définition ou un mot dans ta langue maternelle, ou encore ça peut être de se raconter une histoire autour de ce mot, trouver son origine, trouver des mots de la même famille que tu connais peut-être déjà, ou vraiment faire un travail de recherche autour de ce mot pour lui donner un peu plus de background, de contexte et une histoire pour le rendre plus mémorable. C'est un conseil que tu as déjà dû entendre, mais vraiment, ça fonctionne. Alors après, comme je t'ai dit dans l'épisode précédent, si le mot est facile et facilement mémorisable pour toi, économise tes forces. T'es pas obligé de créer une histoire pour tous les mots que tu apprends, mais seulement pour les plus difficiles, ceux qui te posent vraiment des problèmes et que tu confonds toujours ou que tu oublies toujours. Passe un peu plus de temps sur cela. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, le problème avec ces flashcards Anki, c'est que donc celle que j'ai trouvée, sur les 2000 mots les plus fréquents, c'est que le contexte consiste en une phrase d'exemple. Et c'est pas forcément assez pour se faire une idée de toute la complexité d'un mot et de tous les contextes dans lesquels il peut être utilisé. Donc c'est important de suivre les étapes que j'ai rappelées dans l'introduction, apprendre, utiliser, tester, recevoir un feedback, pour vraiment te faire ton image personnelle et une compréhension avancée de ce concept. Après, ça arrive aussi que j'apprenne un nouveau mot, et ensuite je l'entends dans la série de télé-réalité Netflix que je regarde, ou dans la salle des profs avec mes collègues. Donc dans ces cas-là, ça me permet de nourrir ma compréhension et parfois même, quand je sens que c'est un complément de l'exemple qui est dans la flashcard, je vais éditer la carte et ajouter cette nouvelle phrase que j'ai apprise pour enrichir le contexte et le rendre vraiment personnel. Une autre chose qui aide à ne pas me sentir dépassée avec ce set de 2000 cartes, c'est qu'il y a beaucoup de mots que je connais déjà. Donc, quand l'application introduit 10 nouveaux mots dans la journée, peut-être qu'il y en a entre 3 et 5 ou 6 que je connais déjà. Donc, c'est pas vraiment 10 nouveaux mots par jour, mais plutôt 3 ou 4, ou à la limite 5. Donc, ça rend les choses gérables et ça laisse mon cerveau se reposer un peu avec les mots faciles. Donc, c'est vraiment un bon mélange. En conclusion, et c'est mon dernier point, mon 4e point qui est aussi une conclusion, je te résume les 2 éléments clés pour atteindre un niveau supérieur et avoir un vocabulaire riche, à la fois passif et actif. Tout d'abord, il faut apprendre de nouveaux mots, bien sûr, que ce soit des mots que tu rencontres dans ta vie quotidienne, dans des films ou des séries, dans des lectures ou dans des listes de vocabulaire qui répondent à tes besoins actuels. Il faut apprendre des mots. Pour enrichir le vocabulaire, une très bonne pratique, c'est la lecture.
Stephen Krashen, qu'on ne présente plus, mais je vais te le présenter quand même si c'est la première fois que tu entends son nom. Stephen Krashen, c'est un linguiste qui est spécialiste de l'apprentissage des langues secondes. Une chose que ses travaux ont prouvé, c'est que la quantité de lecture que fait une personne peut permettre de prédire la taille de son vocabulaire. Plus tu lis, plus ton vocabulaire va être développé, en tout cas de façon passive. Par contre, ce ne sont pas forcément des mots qui vont t'aider à parler de façon plus fluide dans la vie quotidienne. La littérature et la langue parlée, ce sont vraiment deux choses différentes. Mais pour lire des articles académiques, des romans ou même des articles de journaux, c'est utile de connaître au moins de façon passive plus de vocabulaire. Mais parfois, ça encombre ton cerveau et c'est contre-productif pour le français oral en fait. Mais si tu vises le niveau C1 ou C2 et la maîtrise du français académique, la lecture est une activité essentielle. Mais s'il te plaît, limite drastiquement le nombre de nouveaux mots que tu apprends en même temps. Vraiment, fais des petits paquets et avance à petits pas. Ce sera plus durable et plus soutenable dans la durée. Ensuite, le point numéro 2 de cette conclusion que je t'encourage à faire pour développer ton vocabulaire de façon active, c'est soit de parler, mais dans ce cas, comme on veut toujours donner la priorité à la communication, ça nous donne moins l'occasion d'approfondir et d'aller chercher ces mots plus rares et plus complexes. Donc moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de passer par l'écriture et de faire des travaux d'écriture pour apprendre, utiliser, tester et recevoir un feedback sur tous ces nouveaux mots et puis sur ta syntaxe, des structures de phrases et tout un tas d'autres choses qui sont liées et qu'on a vraiment le temps de voir et d'aller corriger avec des travaux écrits ou des travaux à l'oral enregistrés où j'ai le temps d'écouter et de pouvoir prendre des notes et te faire un feedback sans devoir penser à la réponse ou à la question suivante que je vais te poser. Donc si ça t'intéresse, j'ai encore 1 ou 2 places pour des travaux de forfait d'écriture et je lance un programme autour de la grammaire et de l'écrit au mois de septembre. Je te mets les infos dans la description de l'épisode et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao! Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.